Vierge et trahie lors de sa propre nuit de noces, elle pensait que rien de pire ne pouvait arriver, jusqu'à ce que le plus grand rival de son mari apparaisse avec un accord trop dangereux pour être refusé. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. La soie blanche de la robe glisse sur le marbre froid de l'hôtel unique, égratignant doucement le silence du couloir vide. Marine prend une profonde inspiration, sentant son cœur battre à tout rompre sous le corset brodé à la main, chaque pierrerie reflétant les lumières douces qui éclairent le chemin de retour vers la suite présidentielle. 27 ans d'attente, 27 ans à construire la version d'elle-même qu'elle avait toujours imaginé être pour ce moment. La femme qui avait réservé son intimité, son corps, son don complet pour l'homme qu'il fallait. Pour Rodrigue, son fiancé. L'homme avec qui elle avait partagé les bancs de la faculté de droit de la Sorbonne, avec qui elle avait étudié jusqu'à tard dans la nuit, avec qui elle avait rêvé d'un futur d'accomplissement et de complicité. Il ne reste que 20 minutes avant le début de la cérémonie. La salle de réception doit déjà être pleine. 300 invités attendent, la famille de Rodrigue occupant les premiers rangs, sa grand-mère certainement émue au premier rang, côté gauche, la seule parente qui lui restait après le décès de ses parents dans cet accident sur l'autoroute A6, il y a 5 ans. Marine sourit seule, imaginant-la. Scène, tout est parfait, tout comme elle l'avait planifié. Il lui faut juste récupérer le bouquet de lys blanc qu'elle a oublié sur la commode de la chambre. Une étourderie bête, le trac de la mariée. Ses doigts tremblent en tournant la poignée de porte plaquée or. La porte s'ouvre lentement, silencieuse sur ses gonds bien huilés. Et puis le monde s'arrête. Des gémissements. Bas, contenus, mais indéniables. La respiration de Marine se coince dans sa gorge. Son cerveau refuse de traiter, d'accepter, de comprendre. Elle fait un pas dans la suite, puis un autre, comme si elle flottait hors de son propre corps, observant la scène de loin, de très loin, d'un endroit où la douleur ne peut pas encore l'atteindre. Le lit king size qu'elle a elle-même décoré de pétales de rose rouge est occupé. Rodrigue. Son Rodrigue. L'homme qui devrait être à l'hôtel dans quelques minutes, l'attendant avec ce sourire confiant qui la faisait toujours se sentir en sécurité. Il est là, nu. Et Juliane, sa meilleure amie depuis l'université, la femme qui lui a tenu la main pendant les funérailles de ses parents, qui l'a aidé à choisir chaque détail de ce mariage, est sur lui, bougeant, ses hanches avec une intimité qui corrode quelque chose de vital au fond de la poitrine de Marine. Le son qui s'échappe de sa gorge ne semble pas humain. C'est un cri étouffé, un sanglot étranglé, quelque chose de primitif et de dévastateur qui les fait se séparer brusquement tous les deux. Rodrigue tourne la tête et ses yeux rencontrent les siens. Il n'y a pas de surprise sincère là, pas d'horreur de ce qui a été découvert. Il n'y a qu'un éclair d'irritation, presque comme si elle avait envahi un moment privé qui ne la concernait pas. Juliane tire le drap sur son corps mais ne détourne pas le regard. Il y a même une trace de défi dans son expression, comme si elle disait sans mots que Marine n'a jamais été un véritable adversaire, que Rodrigue a toujours été à elle, que tout cela, la relation de plusieurs années, les plans, les promesses, n'était qu'une farce polie qui avait finalement pris fin. Marine n'arrive pas à respirer correctement. Le corset de la robe est soudain trop serré, suffocant, écrasant ses côtes. Elle recule, trébuche sur sa propre traîne, manque de tomber. Ses mains cherchent un appui sur le mur. Rodrigue finit par bouger, se lève du lit en hâte, attrape un peignoir. « Mon amour, attends, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix semble lointaine, comme si elle venait de sous l'eau. Marine secoue la tête, incapable de former des mots. Ce n'est pas ce qu'elle croit. Ce n'est pas ça. Comme s'il y avait une explication acceptable pour que son fiancé couche avec sa meilleure amie dans la suite nuptiale, quelques minutes avant le mariage. Juliane se lève aussi, enveloppée dans le drap qui aurait dû couvrir la nuit de noces de Marine. Son expression porte maintenant un étrange mélange de culpabilité et de libération. « Marine, tu ne comprends pas. Rodrigue et moi, nous avons toujours eu une connexion, avant même que vous ne commenciez à sortir ensemble. Mais il pensait qu'il devait aller de l'avant, faire ce qu'il fallait, t'épouser parce que vous étiez ensemble depuis si longtemps. Mais le sentiment n'est jamais mort. Les mots transpercent Marine comme des éclats de verre. Chaque syllabe est une nouvelle blessure qui s'ouvre. Elle ne peut pas regarder Rodrigue. Elle ne peut pas supporter de voir l'homme qu'elle a tant aimé, qu'elle a
Idéalisée, pour qui elle a gardé sa virginité comme un cadeau spécial, transformée en cet étranger pathétique qui observe la scène comme un spectateur gêné. Marine tourne le dos et court. La robe est lourde, entrave ses mouvements, mais elle s'en fiche. Elle traverse le couloir, ignore les regards curieux des employés de l'hôtel, descend par l'escalier de service, car elle ne supporte pas l'idée d'attendre l'ascenseur. Ses larmes brouillent son maquillage soigneusement appliqué. Le bouquet est resté là-haut, peu importe. Plus rien n'a d'importance. Elle émerge au rez-de-chaussée, haletante, désorientée. La réception de l'hôtel unique est animée, des clients et des touristes circulent, certains regardant avec curiosité la mariée en pleurs qui traverse le hall en courant. Marine pousse les portes vitrées et se retrouve sur le boulevard Saint-Germain, le soleil de fin d'après-midi de samedi encore fort, le trafic intense de Paris rugissant autour d'elle. Où aller? Où aller? Où aller? Elle marche sans direction, la robe traînant sur le trottoir sale, attirant les regards des passants. Certains essaient de lui demander si tout va bien, si elle a besoin d'aide, mais Marine n'écoute pas. Elle est piégée dans sa propre tête, répétant la scène en boucle. Rodrigue et Juliane. Juliane et Rodrigue. Ils ont toujours eu une connexion. Il a fait ce qu'il fallait en t'épousant. Ce qu'il fallait. Comme si aimer Marine était une obligation morale et non un vrai désir. Combien de fois ont-ils été ensemble avant? Combien de fois Juliane lui a-t-elle tenu la main, écouté ses projets d'avenir, aidé à choisir la lingerie pour la lune de miel, sachant que Rodrigue serait à elle cette nuit-là? Combien de fois Rodrigue l'a-t-il embrassé, promis l'amour éternel, parlé de fonder une famille, tout en désirant une autre femme? Marine s'arrête devant un bar à Saint-Germain-des-Prés. L'endroit est sophistiqué, porte vitrée fumée, éclairage intime même si le jour est encore clair. Un panneau d'affichage numérique annonce une carte des vins primés. Elle pousse la porte et entre, toujours vêtue de sa robe de mariée, le maquillage brouillé, les cheveux commençant à se défaire de la coiffure élaborée. Le barman l'observe avec un mélange de surprise et d'inquiétude, mais il est suffisamment professionnel pour ne pas poser de questions. Marine s'installe sur l'un des hauts tabourets du comptoir, la robe volumineuse occupant l'espace autour d'elle comme un nuage de tulle et de honte. Whisky, le plus fort que vous ayez. Elle n'a jamais bu de whisky de sa vie, elle boit à peine du vin, mais à ce moment-là, elle a besoin de quelque chose qui brûle, qui fasse mal, qui remplace l'agonie qui lui ronge la poitrine de l'intérieur. Le barman lui sert une dose généreuse de Johnny Walker Blue Label. Marine boit d'un trait, tousse, sans ses yeux picotés, et en demande un autre. L'alcool commence à faire effet rapidement sur son estomac vide. La douleur ne diminue pas, mais elle devient nébuleuse, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Marine pose ses coudes sur le comptoir, enfouit son visage dans ses mains. Sa vie entière s'est effondrée en quelques minutes. Le mariage, le futur planifié, la confiance en son propre jugement. Comment n'a-t-elle pas remarqué? Comment a-t-elle été si aveugle, si naïve, si stupide? C'est alors qu'il apparaît. Marine sent la présence avant de le voir. Un changement subtil dans l'énergie de l'environnement, comme si l'air devenait plus dense, chargé. Elle lève les yeux et le trouve debout à quelques mètres d'elle, l'observant avec une expression qui mêle reconnaissance et quelque chose qu'elle ne parvient pas à déchiffrer complètement. Raphaël Dubois-Blanc. Le nom traverse son esprit avec la force d'un éclair. Elle ne le connaît que de vue, de photos dans des magazines d'affaires, d'articles de journaux. L'homme d'affaires le plus prospère de sa génération. Propriétaire de Dubois-Blanc Holdings, un conglomérat qui contrôle des entreprises de construction aux chaînes d'hôtels, avec des ramifications dans tout le pays. 34 ans, diplômé en administration d'HEC Paris, master en finance de Columbia University, connu pour sa froideur en affaires, sa capacité à transformer des entreprises en faillite en machines à profit et sa réputation implacable envers quiconque tenterait de croiser son chemin. Et rival déclaré de Rodrigue. Marine se souvient vaguement que Rodrigue avait mentionné le nom avec amertume, parlant d'un litige pour un terrain dans le sud de la ville, de contrats perdus, de Raphaël Dubois-Blanc comme d'un prédateur sans scrupules qui ne mesurait pas les conséquences pour obtenir ce qu'il voulait. Elle n'avait jamais vraiment prêté attention. Ce n'était pas son monde. Elle n'était que la petite amie, puis la fiancée, de Rodrigue.
architecte fraîchement diplômé essayant de construire une carrière tout en gérant la douleur de la perte de ses parents et en se préparant pour le mariage. Mais maintenant, Raphaël est là, à quelques pas d'elle, portant un costume gris anthracite impeccablement coupé, la cravate desserrée de manière calculée et décontractée, les yeux de la couleur du plomb fondu fixés sur elle, avec une intensité qui fait remuer quelque chose dans l'estomac de Marine. Il s'approche lentement, comme un prédateur évaluant sa proie, et s'assied sur le tabouret à côté d'elle, sans demander permission. Le barman s'approche immédiatement, mais Raphaël fait juste un geste discret et l'homme s'éloigne, les laissant dans une bulle d'intimité relative. Marine Lefebvre, fiancée de Rodrigue Moreau. Elle devrait se marier maintenant, si je ne me trompe. Sa voix est grave, contrôlée, chaque mot prononcé avec précision. Marine le regarde fixement, essayant de rassembler un reste de dignité, mais c'est inutile. Elle est ivre, détruite, portant une robe de mariée salie par la rue, assise dans un bar comme un monument ambulant à l'échec. Je ne suis plus la fiancée de personne. Les mots sortent traînants, amers. Raphaël incline légèrement la tête, l'étudiant comme si elle était un problème mathématique intéressant attendant d'être résolu. Laissez-moi deviner. Il n'est pas venu, ou il est venu, mais avec une compagnie indésirable. Marine sent une colère soudaine et irrationnelle monter dans sa gorge. Qui cet homme pense-t-il être, disséquant sa tragédie personnelle avec ce calme irritant? Pourquoi vous en souciez-vous? Vous êtes venu vous délecter de l'humiliation d'autrui? Vous devez être ravi de savoir que votre rival s'est révélé être un parfait salaud. Raphaël ne semble pas offensé. En fait, un fantôme de sourire effleure ses lèvres, mais n'atteint pas ses yeux. Je suis venu parce que j'ai un intérêt pour des informations concernant Rodrigue Moreau. Et vous, maintenant, êtes une source potentiellement précieuse. Mais je vois que la situation est pire que je ne l'imaginais. Il n'a pas seulement annulé le mariage. Il vous a trompé. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. Marine tourne le visage, incapable de soutenir ce regard pénétrant. Les larmes menacent de revenir, mais elle les retient. Elle a assez pleuré, elle s'est assez humiliée. Avec ma meilleure amie, dans la suite nuptiale, 20 minutes avant la cérémonie. Sa voix est brisée, mais elle continue. Apparemment, ils ont toujours eu une connexion spéciale, et j'étais l'idiote commode qu'il a décidé d'épouser pour faire ce qu'il fallait pendant qu'il couchait avec elle dans mon dos. Le silence qui suit est lourd. Marine prend le verre vide et le barman attentif lui sert une autre dose sans qu'elle ait besoin de demander. Elle en boit la moitié, sentant sa gorge brûler, souhaitant que l'ivresse l'emmène dans un endroit où cette douleur ne pourrait pas l'atteindre. Raphaël observe chacun de ses mouvements avec une attention presque clinique. Puis, lentement, il parle. Rodrigue Moreau est mon ennemi depuis 5 ans, depuis qu'il a tenté de saboter l'une de mes acquisitions en utilisant des informations privilégiées qu'il a volées à un associé commun. Il est ambitieux, anti-éthique et lâche. Il attaque par derrière et se cache ensuite derrière de faux sourires et des discours sur le fait de faire ce qu'il faut. Marine le regarde, surprise par l'amertume contenue dans ses mots. Raphaël continue, le regard lointain comme s'il se remémorait quelque chose de désagréable. Je le connais mieux que vous ne l'imaginez. Je sais comment il opère. Je sais où il garde ses secrets. Et je sais exactement comment le détruire, d'une manière dont il ne se remettra jamais. Il y a quelque chose de dangereux dans le calme avec lequel il parle. Marine devrait se lever, quitter ce bar, retourner chez sa grand-mère à Neuilly-sur-Seine et essayer de reconstruire les morceaux de sa vie. Mais quelque chose la retient collée à ce tabouret, écoutant chaque mot qui sort de la bouche de cet homme qui ne devrait être qu'un nom de plus dans le monde souterrain des affaires parisiennes. Et pourquoi me racontez-vous ça? Raphaël la regarde directement maintenant, et Marine sent un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'est pas de la peur exactement, c'est quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Parce que j'ai une proposition pour vous, une qui peut nous bénéficier mutuellement. Vous voulez vous venger, j'imagine. Vous voulez que Rodrigue Moreau ressente une fraction de la douleur qu'il vous a causée aujourd'hui. Et je veux détruire l'empire pathétique qu'il construit sur des mensonges et des tricheries. Nous pouvons unir nos forces. Marine rit. Mais c'est un son sans humour. Unir nos forces, comment? Je ne suis pas une femme d'affaires. Je ne comprends rien aux affaires. Je ne sais pas comment fonctionne votre monde. Je ne suis qu'une architecte au chômage qui vient d'être trahie le pire jour de sa vie. Exactement.
Et c'est pourquoi vous êtes parfaite. Raphaël se penche légèrement en avant, baissant la voix de manière à forcer Marine à se rapprocher aussi pour l'entendre. Épousez-moi. Aujourd'hui. Maintenant. Pendant un instant, Marine est sûre d'avoir mal entendu. L'alcool fait effet, déformant les mots, créant des fantasmes absurdes. Elle cligne des yeux, essayant de se concentrer. Quoi? Épousez-moi. Nous irons directement à un bureau d'état civil que je connais. Un juge qui me doit des faveurs peut célébrer la cérémonie aujourd'hui même. Demain, la nouvelle sera dans tous les journaux. Marine Lefebvre, la fiancée abandonnée de Rodrigue Moreau, s'est mariée le même jour avec Raphaël Dubois-Blanc, le plus grand rival de son ex-fiancé. Le scandale sera gigantesque. Son humiliation, absolue. Et en prime, vous obtenez protection, sécurité financière et l'opportunité de reconstruire votre vie loin du chaos qu'il a créé. Marine le regarde comme s'il était devenu fou, ou peut-être est-ce elle qui a perdu la tête. Rien de tout cela ne peut être réel. Vous êtes sérieux? Complètement. C'est un accord commercial, mutuellement bénéfique. Vous m'aidez à détruire Rodrigue socialement, je vous aide à vous sortir de cette situation avec dignité. Un mariage sur le papier, bien sûr. Je n'attends rien d'autre que votre présence publique à mes côtés lorsque nécessaire. Il y a quelque chose d'absurdement tentant dans la proposition. Peut-être est-ce l'alcool, peut-être est-ce la douleur, peut-être est-ce le désir désespéré de faire ressentir à Rodrigue, ne serait-ce qu'un instant, une fraction de ce qu'elle ressent maintenant. Marine imagine son visage en voyant les gros titres. Elle imagine Juliane réalisant qu'elle n'a pas seulement perdu son ami, mais que cet ami s'est marié avec quelqu'un d'infiniment plus puissant, plus riche, plus important que Rodrigue n'aurait jamais rêvé d'être. C'est de la folie. Pure folie. Mais elle entend sa propre voix dire « J'ai des conditions ». Raphaël lève un sourcil, un geste presque imperceptible de surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle considère réellement la proposition. « Je vous écoute ». Marine respire profondément, essayant de penser clairement à travers le brouillard d'alcool et de douleur. Pas de sexe. Ce mariage est sur le papier, et seulement sur le papier. Vous ne me touchez pas, je ne vous touche pas. Nous sommes des colocataires, au mieux. Raphaël hoche la tête, impassible. J'accepte. Prochaine condition. Contrat signé, tout formalisé. Combien de temps dure cet accord, ce que chacun attend de l'autre, comment cela se termine quand cela se termine. Tout par écrit, signé, reconnu devant notaire. J'accepte aussi. Mon avocat peut rédiger les termes dès aujourd'hui. Marine déglutit. Sa prochaine condition est la plus importante. Et je peux partir quand je veux. Si à un moment donné je décide que c'était une erreur, que je n'en peux plus, que je veux retrouver ma vie, je pars. Sans punition, sans conséquence, sans que vous me poursuiviez ou essayiez de m'en empêcher. Raphaël reste silencieux un instant, trop long. Quelque chose passe dans ses yeux, quelque chose que Marine ne peut interpréter. Puis il hoche la tête, lentement. Vous pouvez partir quand vous voulez, mais tant que vous êtes dans l'accord, vous jouez selon mes règles. Les apparences en public, un comportement approprié, pas de scandale qui pourrait nuire à ma réputation. Pouvez-vous gérer ça? Marine ne sait pas si elle peut. Elle ne sait absolument rien, si ce n'est que sa vie a explosé il y a moins de 2 heures et qu'elle envisage d'épouser un étranger par vengeance. C'est la décision la plus insensée qu'elle puisse prendre. Mais peut-être que l'insanité est exactement ce dont elle a besoin maintenant. Peut-être que jeter le manuel de la femme bien rangée et faire quelque chose de complètement impulsif et de mal est la seule façon de survivre à cette douleur. Elle tend la main. Nous avons un accord. Raphaël prend sa main. Ses doigts sont chauds, fermes, enveloppent les siens avec une sécurité qui contraste violemment avec le chaos que Marine ressent à l'intérieur. Ils se regardent pendant un moment qui semble s'étirer à l'infini, puis Raphaël sourit. C'est un petit sourire contrôlé, mais il y a quelque chose de sincèrement satisfait en lui. Alors nous allons nous marier, Marine Lefebvre, et nous allons détruire votre ex-fiancé dans le processus. 4 heures plus tard, Marine est dans un bureau d'état civil dans la région du boulevard Haussmann. L'alcool circule encore dans ses veines, mais le brouillard a commencé à se dissiper, et avec lui vient la terrible conscience de ce qu'elle est sur le point de faire. Le juge est un homme d'âge mûr, sérieux,
qui fait clairement une faveur à Raphaël et ne pose pas de questions sur la mariée en robe de mariage tachée et le marié en costume de travail. Le contrat a été signé. 12 pages de termes légaux que l'avocat de Raphaël, un homme nommé Henri aux traits acérés et au regard méfiant, a examiné avec elle. Mariage à durée indéterminée. Résidence partagée si nécessaire pour maintenir les apparences. Liberté financière pour Marine afin de développer sa carrière. Clause de sortie activable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 30 jours. Et souligné 3 fois. Nature platonique de la relation, sans attente d'intimité physique. Marine signe. Là où c'est indiqué, se sentant comme si elle signait sa propre condamnation à mort. Ou peut-être un nouveau départ. Elle ne sait plus distinguer. Raphaël signe aussi ses mouvements économiques et précis. Le juge déclare le mariage valide devant la loi. Il n'y a pas de baiser, pas d'échange d'alliance. Il n'y a qu'une poignée de main et la sensation nauséabonde que Marine vient de franchir une ligne dont il n'y a pas de retour. Quand ils sortent du bureau d'état civil, la nuit est déjà tombée sur Paris. Le ciel est chargé, il promet de la pluie. Raphaël guide Marine vers une BMW noire garée dans la rue, lui ouvre la portière passager avec une courtoisie automatique qui semble plus une habitude sociale qu'une gentillesse sincère. Marine monte dans la voiture, la robe volumineuse rendant les mouvements difficiles, et Raphaël contourne la voiture jusqu'au côté conducteur. Ils roulent en silence dans les rues animées de la ville, et Marine observe les lumières défiler par la fenêtre, essayant de digérer le fait qu'elle est maintenant légalement mariée à Raphaël Dubois-Blanc. Un homme qu'elle a rencontré il y a quelques heures. Un homme dont elle a accepté la proposition absurde, mue par la douleur, l'alcool et un désir désespéré de faire quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de s'effondrer. Lorsque la voiture s'arrête, Marine réalise qu'ils sont devant un immeuble imposant dans le 8e arrondissement. Raphaël sort, contourne à nouveau la voiture pour lui ouvrir la porte et la guide jusqu'à l'ascenseur privé qui mène directement au penthouse. Le silence entre eux est dense, chargé de choses non dites. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent directement sur l'appartement et Martine fait son premier pas dans ce qui sera sa nouvelle demeure. L'espace est immense, moderne, entièrement décoré dans des tons de gris et blanc avec des touches de noir. Meubles de designer, œuvres d'art au mur, sol en marbre poli qui reflète les lumières douces stratégiquement positionnées. C'est beau à sa manière, mais froid, impersonnel, comme vivre à l'intérieur d'un magazine d'architecture. Raphaël ferme la porte derrière eux et pointe un couloir. Votre chambre est la 2e à gauche. Elle a une salle de bain privée et un dressing. Demain, nous pourrons nous occuper de vos vêtements et de vos affaires. Mais pour aujourd'hui, j'ai demandé à mon assistante de laisser quelques articles de base là-bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est au fond. Martine hoche la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Raphaël l'observe un instant de plus, et pour la première fois depuis qu'ils se sont rencontrés, elle voit quelque chose qui ressemble à une véritable inquiétude dans ses yeux. Ça ira, Martine. Je sais que ça ressemble à la fin du monde en ce moment, mais je te promets que ça va s'améliorer. Elle ne répond pas. Elle tourne simplement le dos et marche jusqu'à la chambre qui est maintenant la sienne, sentant le poids de sa robe de mariée comme une ancre, la tirant au fond d'un océan d'où elle ne sait pas si elle pourra émerger. Martine se réveille avec la lumière du soleil qui inonde la pièce à travers les rideaux qu'elle a oublié de fermer la veille au soir. Pendant quelques secondes bénies, son esprit est vide. Puis la mémoire revient comme une vague violente. La robe de mariée jetée sur le sol à côté du lit king size est la preuve matérielle que rien n'était un cauchemar. Rodolphe, Julienne, le bar, Raphaël, le mariage à la mairie. Tout, c'est passé. Tout est réel. Elle s'assied sur le lit, portant toujours la simple chemise de nuit en coton qu'elle a trouvée dans le dressing la veille au soir, et regarde autour d'elle, essayant de s'orienter. La chambre est immense, décorée avec le même minimalisme froid que le reste de l'appartement. Des tons de gris et blanc, des meubles de designer, un fauteuil de lecture près de la fenêtre qui donne sur Saint-Germain-des-Prés. Beau, mais impersonnel. Comme une chambre d'hôtel 5 étoiles. L'horloge numérique sur la table de chevet indique 9h43 du matin, dimanche. Martine se frotte le visage, sentant la gueule de bois lancinante dans ses tempes. Elle a bu trop de whisky. Elle a pris la décision la plus folle de sa vie.
Elle a épousé un inconnu par vengeance, et maintenant, elle est ici, dans cette chambre luxueuse, sans la moindre idée de ce qu'il faut faire ensuite. On frappe doucement à la porte. Martine se raidit, tirant le drap sur elle instinctivement, mais la voix qui vient du couloir n'est pas celle de Raphaël. « Madame Martine, désolé de vous déranger. Je suis Célia, la gouvernante de Monsieur Raphaël. J'ai apporté le petit déjeuner et quelques vêtements que monsieur a demandé de préparer. Puis-je entrer ?» Martine hésite, puis se lève et ouvre la porte. La femme de l'autre côté doit avoir une 60aine d'années. Des cheveux gris attachés en un chignon impeccable. Un uniforme discret dans des tons bleu marine. Son visage est doux mais professionnel, et elle pousse un chariot avec un plateau de café, de pain, de fruits et de jus d'orange. « Bonjour, Madame Martine. Monsieur Raphaël est parti tôt pour une réunion d'urgence, mais il a laissé un message disant que vous deviez vous sentir à l'aise dans l'appartement. Il a également demandé que je vous aide avec tout ce dont vous auriez besoin. » Célia entre dans la chambre avec une efficacité silencieuse, positionne le plateau sur la petite table près du fauteuil, puis pointe plusieurs sacs de marque empilés sur une chaise que Martine n'avait pas remarqué auparavant. De nouveaux vêtements, Monsieur Raphaël a demandé à son assistante d'acheter quelques pièces de base pour vous. Il a dit que plus tard, vous pourriez aller faire du shopping ensemble pour choisir le reste de votre garde-robe. Martine hoche simplement la tête, incapable de former des mots. La réalité de sa nouvelle situation commence à pénétrer à travers le brouillard du choc et de la gueule de bois. Elle est mariée, légalement mariée, avec Raphaël Dupont-Blanc, et apparemment, il traite déjà cela comme un arrangement domestique normal, fournissant des vêtements, le petit déjeuner, une gouvernante attentive. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Une préférence particulière pour le déjeuner? Une restriction alimentaire que je devrais connaître? Non, tout va bien, merci, Célia. La gouvernante sourit avec une sympathie authentique, comme s'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'une femme se réveille pour la première fois dans le penthouse de son patron, vêtue de la robe de mariée de la veille. Pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Je serai dans la cuisine. Quand Célia sort, Martine s'approche du chariot à café et remarque qu'il y a aussi une enveloppe blanche avec son nom écrit d'une calligraphie élégante. Elle l'ouvre avec des doigts tremblants et trouve une courte note. « Martine, j'espère que vous avez bien dormi. Une urgence professionnelle est survenue et exige mon attention immédiate. Je serai de retour en fin d'après-midi. Sentez-vous chez vous. Utilisez la carte de crédit jointe à cette note si vous avez besoin de quelque chose. Nous parlerons des prochaines étapes à mon retour. Raphaël. » Il y a en effet une carte de crédit platine jointe à la note, avec son nom en relief sur le plastique sombre. Martine la tourne entre ses doigts, incrédule. Moins de 12 heures auparavant, elle était sur le point d'épouser Rodolphe. Maintenant, elle tient une carte de crédit sans limite, fournie par un homme qu'elle a rencontré hier et avec qui elle a signé un contrat de mariage de convenance. Elle aurait dû paniquer. Elle aurait dû appeler sa grand-mère, avouer la folie qu'elle avait commise, demander de l'aide pour annuler cette erreur monumentale. Mais au lieu de cela, Martine s'assied dans le fauteuil, se sert une tasse de café et regarde par la fenêtre la ville en contrebas. Paris s'éveille lentement ce dimanche. Le trafic est plus léger que les jours de semaine. Des gens se promènent dans les jardins du Luxembourg au loin. Elle se sent étrangement engourdie, comme si toute capacité à ressentir s'était épuisée la veille au soir et qu'il ne restait plus qu'un vide silencieux là où la douleur aurait dû être. Rodolphe l'a trahi, Julienne l'a trahi, et elle a réagi en épousant le plus grand rival de son ex-fiancé dans un acte de vengeance impulsive que toute personne sensée qualifierait d'autodestruction. Mais se sent-elle vraiment désolée? Martine essaie de trouver du regret en elle et n'y parvient pas. Ce qu'elle ressent, c'est de la colère. De la colère envers Rodolphe pour l'avoir trompé si longtemps, de la colère envers Julienne pour avoir détruit une amitié de plusieurs années, et de la colère envers elle-même pour avoir été assez aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Le téléphone portable vibre sur la table de chevet. Martine le prend et voit 57 appels manqués. Rodolphe, 32 fois. Julienne, 15. Quelques numéros inconnus, probablement la presse, et 3 messages de sa grand-mère, chacun plus inquiet que le précédent. « Martine, mon amour, où es-tu? J'ai appris que le mariage n'avait pas eu lieu. S'il te plaît, appelle-moi pour que je sache que tu vas bien. » Le deuxième message, 2 heures plus tard. «
Martine, je suis très inquiète. Personne ne sait où tu es. Rodolphe a appelé ici pour te chercher. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. S'il te plaît, ma fille, donne-moi signe de vie. Et le troisième, envoyé il y a 40 minutes. Je viens de voir la nouvelle. Martine, qu'as-tu fait? S'il te plaît, appelle-moi d'urgence. Martine fronce les sourcils. Quelle nouvelle? Elle ouvre le navigateur de son téléphone portable et tape son propre nom dans la recherche. Ce qui apparaît lui donne la nausée. Les gros titres sont partout. Sites de potins, portails d'actualité, réseaux sociaux. Des photos d'elle et de Raphaël sortant de la mairie la veille au soir, lui la main dans son dos, la guidant vers la voiture. La robe de mariée sale est visible sur les images, tout comme l'expression stupéfaite sur le visage de Martine. Scandale à Paris. Fiancée abandonnée épouse le même jour le rival de son ex-fiancé. Martine Moreau, architecte de 27 ans, devait épouser hier l'homme d'affaires Rodolphe Dubois lors d'une cérémonie à l'hôtel Le Bristol. Le mariage a été annulé dans des circonstances mystérieuses, mais Martine n'est pas restée célibataire longtemps. Quelques heures après l'annulation, elle a épousé Raphaël Dupont-Blanc, un magnate connu pour sa rivalité acharnée avec Dubois dans le monde des affaires. Des sources proches de l'ancien couple suggèrent que la fiancée a découvert une trahison quelques minutes avant la cérémonie. Le mariage éclair avec Dupont-Blanc est considéré par les analystes comme une manœuvre stratégique de vengeance qui pourrait avoir de graves répercussions sur les affaires de Dubois. Martine lit l'article en entier, puis passe à un autre et un autre. Tous disent essentiellement la même chose, certains avec plus de détails scabreux que d'autres. L'un d'eux mentionne même que Julienne, la meilleure amie de Martine, était présente à l'hôtel et a quitté les lieux précipitamment après l'annulation du mariage. L'implication est claire, bien qu'aucun média n'ait le courage d'affirmer directement qu'elle était l'autre femme. Les réseaux sociaux sont pires. Mèmes, commentaires cruels, rumeurs déchaînées. Certains défendent Martine comme une femme qui a su rebondir, d'autres l'accusent d'être opportuniste, d'avoir utilisé la situation pour obtenir un mari plus riche. Il y a même des théories du complot suggérant que tout le mariage avec Rodolphe était un stratagème pour qu'elle puisse se rapprocher de Raphaël. Martine éteint son téléphone portable, incapable de continuer à lire. Sa vie privée est devenue un divertissement public. Sa douleur, son humiliation, tout est exposé à la consommation de millions de personnes qui ne la connaissent pas et ne se soucient pas de la vérité. Elle veut pleurer, mais les larmes ne viennent pas. Elle est sèche à l'intérieur, consumée par un mélange toxique de honte et de colère qu'elle ne sait pas comment gérer. Elle passe le reste de la matinée dans un état de semi-conscience. Elle prend un long bain dans la salle de bain luxueuse, enfile l'un des vêtements que Raphaël a fait acheter, un jean foncé et un chemisier en lin blanc, simple mais d'une qualité évidente. Elle explore l'appartement lentement, mémorisant l'agencement. Un vaste salon avec une double hauteur sous plafond. Une cuisine gastronomique qui semble n'avoir jamais été vraiment utilisée. Un bureau avec des étagères remplies de livres sur la finance et la stratégie d'entreprise. Une salle de sport privée avec des équipements de pointe. Tout est parfait. Tout est froid. Il n'y a pas de photos personnelles au mur, aucun objet qui suggère une histoire ou une mémoire affective. C'est comme si Raphaël vivait dans un showroom, pas dans un foyer. Martine est dans la bibliothèque, feuilletant un livre sur l'architecture moderniste française, quand elle entend la porte de l'ascenseur s'ouvrir. Elle se raidit, tous ses muscles se tendant. Des pas fermes traversent le salon, puis Raphaël apparaît à la porte de la bibliothèque. Il porte toujours un costume, bien qu'il ait retiré sa cravate et déboutonné les premiers boutons de sa chemise. Il semble fatigué, une ombre de barbe commençant à assombrir sa mâchoire, mais ses yeux restent alertes, l'évaluant avec cette intensité perturbante. « Bon après-midi. Je vois que vous avez trouvé la bibliothèque. » Sa voix est neutre, presque désinvolte, comme s'ils étaient de vieilles connaissances partageant un espace commun et non deux étrangers pris au piège d'un mariage de convenance. J'ai trouvé plusieurs choses. C'est un grand appartement. Raphaël entre dans la bibliothèque, s'approche du bar à whisky dans le coin et sert 2 verres. Il en offre un à Martine, qui l'accepte sans réfléchir, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains. « J'imagine que vous avez vu les nouvelles. » Martine prend une gorgée de whisky, sentant la brûlure familière descendre dans sa gorge. « Oui, nous sommes le potin du moment. Exactement ce que vous vouliez.
Il y a une accusation voilée dans son ton, mais Raphaël ne semble pas affecté. Il s'appuie contre le bureau, l'observant attentivement. « C'est ce que nous voulions tous les deux. Vous avez accepté l'accord, et maintenant, Rodolphe Dubois voit son ex-fiancé marié à son plus grand rival, tandis que toute la ville spécule sur ce qui s'est réellement passé. Il est humilié, exposé, vulnérable, exactement là où j'ai besoin qu'il soit. » La franchise brutale est presque rafraîchissante. Au moins, Raphaël n'essaie pas de dissimuler ses motivations. Martine s'appuie contre l'étagère derrière elle, tenant le verre à deux mains. Et maintenant, comment fonctionne cet accord en pratique? Raphaël prend une gorgée de son propre whisky avant de répondre. Maintenant, nous commençons à construire le récit public. Vous êtes ma femme. Cela signifie des apparitions lors d'événements sociaux à mes côtés, des dîners d'affaires si nécessaire, peut-être quelques interviews stratégiques si les médias insistent trop. En public, nous sommes un couple qui est tombé amoureux au moment le plus improbable. Une histoire d'amour née des cendres d'une trahison. Romantique, dramatique, parfait pour les tabloïds. Et en privé? En privé, nous maintenons notre accord. Chambre séparée, vie séparée. Vous êtes libre de sortir, de travailler, de faire ce que vous voulez, tant que vous maintenez l'image publique intacte. Je ne tolère aucun scandale qui pourrait nuire à ma réputation ou à mes affaires. Martine le digère lentement. C'est un arrangement froid, transactionnel, exactement ce qu'elle avait accepté. Alors pourquoi ressent-elle une étrange pointe de déception? Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Dans mon cas, détruire Rodolphe Dubois financièrement et socialement. Dans votre cas, j'imagine, prouver que vous n'êtes pas la victime pathétique que tout le monde pense que vous êtes. Les mots sont durs, mais Martine y reconnaît la vérité. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut que Rodolphe voie qu'elle ne s'est pas brisée, qu'elle a réussi non seulement à survivre, mais à prospérer sans lui, qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie en la remplaçant par Julienne. D'accord, j'accepte vos conditions, mais j'ai aussi quelques exigences. Raphaël lève un sourcil, un geste minime qu'elle commence à reconnaître comme son équivalent d'une surprise authentique. Je vous écoute. Je veux reprendre ma carrière. J'ai tout abandonné pour me consacrer au mariage avec Rodolphe, à planifier notre avenir. Ce fut une erreur. Je suis architecte, j'ai obtenu mon diplôme avec mention à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. J'ai du talent et des projets en attente. Je veux travailler pour de vrai. Ne pas rester assise dans cet appartement à être l'épouse trophée de quelqu'un. Raphaël l'observe un instant de trop, et Martine se prépare à un refus, à un argument sur le maintien des apparences. Mais alors il hoche la tête. D'accord. En fait, j'insiste. Une épouse avec sa propre carrière, indépendante, est bien plus utile pour mon image qu'une décoration coûteuse. J'ai des contacts dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Je peux vous présenter aux bonnes personnes, aider à ouvrir des portes. Martine devient immédiatement méfiante. Je ne veux pas de charité. Je ne veux pas de projet que j'ai obtenu parce que je suis votre femme. Je veux être reconnue pour mon travail. Quelque chose qui pourrait être du respect passe dans les yeux de Raphaël. Je n'ai pas offert de charité. J'ai offert du réseautage. Ce que vous faites des opportunités dépend exclusivement de votre talent. Si vous êtes aussi bonne, que vous le dites, vous n'aurez pas besoin de mon nom pour vous démarquer. Mais ce serait de la naïveté de refuser de l'aide pour commencer. Il a raison et Martine le sait. Dans le monde de l'architecture, comme dans toute autre branche, les connexions comptent. Et maintenant, qu'elle le veuille ou non, elle a accès à un réseau de contacts qu'il lui aurait fallu des années pour construire seule. D'accord. J'accepte votre aide pour commencer, mais après cela, je me débrouillerai seul. Raphaël finit son whisky et pose le verre vide sur le bureau. Parfait. Demain, j'ai un dîner d'affaires avec des investisseurs du secteur immobilier. Certains des architectes les plus reconnus de la ville seront présents. Vous viendrez avec moi. Portez quelque chose d'élégant, mais professionnel. Nous ne vendons pas l'image d'une épouse décorative. Nous vendons la compétence. Martine sent un pincement au ventre. Demain. Si vite. Elle a à peine eu le temps de digérer le mariage et elle devra déjà faire ses débuts publics en tant que Madame Dupont-Blanc. Avez-vous peur? La question de Raphaël la prend au dépourvu.
Elle le regarde fixement, essayant de décider si elle doit admettre la vérité ou feindre une confiance qu'elle ne ressent pas. Terrifiée. C'est la réponse honnête. Raphaël hoche la tête, comme s'il s'attendait exactement à cela. Bien. La peur vous garde alerte. Ne la laissez simplement pas vous paralyser. Ces gens vous jugeront, spéculeront sur nos motivations, essaieront de vous rabaisser pour se sentir supérieur. Mais si vous entrez dans cette pièce la tête haute, si vous montrez que vous avez de la substance au-delà du scandale, ils vous respecteront, ou du moins ils feront semblant de respecter ce qui est déjà suffisant dans notre monde. Martine absorbe le conseil, surprise qu'ils prennent la peine de la préparer. Elle s'attendait à plus de froideur, plus d'indifférence, mais Raphaël semble sincèrement intéressé à ce qu'elle réussisse dans ce rôle. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous souciez-vous de mon succès ou non? Raphaël l'observe un instant, et Martine a l'étrange impression qu'il évalue la quantité de vérité qu'il peut partager. Parce que vous êtes ma femme maintenant, sur le papier, mais quand même. Et je protège ce qui est à moi. Votre succès est mon succès. Votre échec serait ma faiblesse. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'affection dans ces mots, mais pas non plus de cruauté. C'est juste du pur pragmatisme. Martine aurait dû se sentir offensée d'être traitée comme un actif commercial, mais étrangement, l'honnêteté brutale de Raphaël est moins blessante que les doux mensonges de Rodolphe. D'accord. Alors, faisons en sorte que cela fonctionne. Aussi longtemps que nécessaire. Raphaël tend la main, un geste formel et désuet. Martine la serre, sentant la fermeté de ses doigts, la chaleur de sa paume. C'est la deuxième poignée de main qu'ils scellent entre eux. La première fut au bar quand ils avaient accepté la folie de se marier. Celle-ci est différente. C'est le véritable début de l'accord maintenant qu'ils sont tous deux sobres et conscients des règles du jeu. La semaine suivante est un tourbillon d'apparitions publiques soigneusement orchestrées. Le dîner d'affaires du lundi, où Martine rencontre Paul Martin, l'un des architectes les plus respectés de Paris, spécialisé dans les projets durables. Il la traite avec un scepticisme poli au début, mais quand Martine commence à parler de ses idées pour la revitalisation des espaces urbains dégradés en utilisant des concepts de biomimétisme, elle voit l'intérêt authentique s'allumer dans ses yeux. Raphaël observe de loin, conversant avec des investisseurs, mais Martine sent son regard sur elle plusieurs fois pendant la soirée. Quand ils rentrent à l'appartement, il ne fait qu'un commentaire. « Vous vous êtes bien débrouillé. Paul Martin est rarement impressionné. Il va vous appeler. » Et il appelle. Le mercredi, Paul lui offre un stage dans son cabinet. Ce n'est pas grand-chose, c'est un travail de base, mais c'est un début. Martine accepte immédiatement, ignorant la voix dans sa tête qui murmure qu'elle n'a obtenu cette opportunité que grâce au nom de famille qu'elle porte. Désormais. Jeudi soir, Raphaël l'emmène à l'inauguration d'une galerie d'art dans le Marais. C'est un événement élégant, rempli de belles personnes buvant du champagne et faisant semblant de comprendre l'art conceptuel. Martine porte une robe noire simple mais bien coupée que Raphaël a fait livrer le matin et remarque les regards qui les suivent dans la salle. Certains curieux, d'autres envieux, beaucoup de juges. Rodolphe est là. Martine le voit avant qu'il ne la voie. Il est de l'autre côté du salon, conversant avec un groupe d'hommes d'affaires, arborant ce sourire confiant qu'elle connaît si bien. Julienne est à ses côtés, la main possessive sur son bras, vêtue d'une robe rouge qui crie à l'attention. Martine sent son estomac se nouer. C'est la première fois qu'elle les voit depuis la trahison, et la douleur revient avec une force renouvelée. Non pas pour la perte de Rodolphe, elle le réalise avec surprise, mais pour la rupture de confiance, pour la stupidité d'avoir cru si longtemps en quelque chose qui était faux. Raphaël sent sa tension immédiatement. Il s'approche, pose une main sur le bas de son dos, un geste de possession qui est complètement performatif, mais étonnamment réconfortant. Ça va. Ça oui. Martine force son dos à se redresser, son menton à se lever. Elle ne donnera pas à Rodolphe la satisfaction de la voir s'effondrer. Vous voulez partir? Non. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il voie que je vais parfaitement bien. Raphaël sourit, c'est un sourire petit mais authentique. Alors faisons le spectacle. Il la guide à travers la salle, la touchant toujours légèrement, la main sur son dos, ses épaules, une fois même, entrelaçant brièvement ses doigts avec les siens. Ce sont des touches calculées pour l'audience. Marine le sait, mais même ainsi, elles envoient de petits chocs électriques à travers sa peau. Elle essaie d'ignorer,
de se concentrer sur la performance, mais il est de plus en plus difficile de faire semblant que la présence de Raphaël ne l'affecte pas. Il s'arrête devant une peinture abstraite, feignant d'en discuter, et c'est alors que Rodolphe les remarque enfin. Marine voit le moment exact où son regard croise le leur de l'autre côté de la salle. Elle voit son expression passer d'une fausse assurance à quelque chose de plus proche de la colère contenue. Rodolphe dit quelque chose à Juliane et commence à traverser la salle en leur direction. Marine sent son pouls accélérer. Elle n'est pas prête pour ça. Elle n'est pas prête à lui faire face, à entendre ses excuses pathétiques ou, pire, ses accusations. Raphaël sent sa tension monter et se tourne légèrement, bloquant la vue de Rodolphe avec son propre corps. Respire. Il n'est rien. Juste un autre lâche salaud essayant de récupérer le pouvoir qu'il a perdu. Tu ne lui dois rien. Ni explication, ni courtoisie, rien. Les mots sont durs mais ramènent Marine à la réalité. Raphaël a raison. Elle ne doit rien à Rodolphe. Plus maintenant. Quand Rodolphe arrive enfin assez près pour parler, Marine se tourne pour lui faire face, le visage masqué d'une fausse indifférence. Marine, nous devons parler. La voix de Rodolphe est tendue, contrôlée. Marine l'observe avec détachement. Comment a-t-elle pu croire qu'elle était amoureuse de cet homme? Il est beau, suppose-t-elle, de la manière conventionnelle qu'il a toujours été. Mais maintenant, debout à côté de Raphaël, il semble diminuer, moins substantiel. Nous n'avons rien à nous dire. Marine, s'il te plaît. Je sais que tu es blessée, mais tu dois m'écouter. Ce qui s'est passé à l'hôtel était une erreur, un moment de faiblesse. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, et je sais que tu m'aimes aussi. Ce mariage avec lui, ce n'est que de la colère, que de la vengeance. Mais il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. L'audace de ces mots laisse Marine momentanément sans voix. Rodolphe croit vraiment qu'il peut la trahir de la manière la plus humiliante possible, et ensuite simplement lui demander de revenir. Comme si l'amour était suffisant pour effacer la rupture de confiance, la trahison, l'humiliation publique. Raphaël fait un pas en avant, se plaçant entre Marine et Rodolphe d'une manière subtile mais claire. « Je crois que vous n'avez pas entendu ma femme. Elle a dit qu'elle n'avait rien à vous dire. Je vous suggère de respecter cela. » Sa voix est basse, dangereuse. Rodolphe le fixe avec une haine mal dissimulée. « Cela n'a rien à voir avec vous, Almeida. C'est entre elle et moi, c'est devenu mon affaire au moment où elle m'a épousé. Et contrairement à vous, Dupont, je sais apprécier ce que j'ai. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais ramener ma femme à la maison. » Raphaël prend la main de Marine et la guide loin avant que Rodolphe ne puisse répondre. Il traverse la salle sous les regards curieux de dizaines de personnes qui ont clairement été témoins d'au moins une partie de la scène. Marine garde la tête haute, le visage serein, mais à l'intérieur elle tremble. Ce n'est que lorsqu'ils montent dans la voiture et que les portes se ferment, les isolant du monde extérieur, que Marine permet à la façade de tomber. Elle laisse sa tête tomber en arrière contre le dossier du siège, fermant les yeux. « Merci de m'avoir sorti de là. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à faire semblant beaucoup plus longtemps. » Raphaël démarre le moteur mais ne quitte pas immédiatement le parking. Il l'observe dans l'obscurité de la voiture, la lumière des réverbères créant des ombres sur son visage. « Tu t'en es bien sorti. Mieux que je ne l'espérais. Mais la prochaine fois qu'il essaiera de s'approcher, et il essaiera, tu devras être prête à lui faire face seule. Je ne peux pas toujours être à tes côtés pour te protéger. Je n'ai pas demandé à être protégé, je sais, mais je l'ai fait quand même. Il y a quelque chose de différent. Dans sa voix, quelque chose de plus doux que la froideur habituelle. Marine ouvre les yeux et le trouve toujours en train de la regarder. Pendant un instant, dans l'obscurité intime de la voiture, leurs regards se croisent et quelque chose passe entre eux. Une étincelle, une connexion, quelque chose qui ne devrait pas exister dans un mariage de convenance. Alors Raphaël détourne le regard et met la voiture en marche, brisant le moment avant qu'il ne puisse se développer en quelque chose de plus compliqué. Ils rentrent en silence à l'appartement terrasse, chacun perdu dans ses propres pensées. Marine regarde, par la fenêtre, les rues illuminées de Paris, pensant à la façon dont sa vie a complètement changé en une seule semaine. 7 jours auparavant, elle était sur le point d'épouser Rodolphe, croyant qu'elle aurait l'avenir dont elle avait toujours rêvé. Maintenant, elle est légalement mariée à un homme qu'elle connaît à peine, vivant dans un luxueux appartement terrasse dans le Marais,
commençant une carrière d'architecte qu'elle avait abandonnée des mois auparavant. C'est surréaliste, tout est surréaliste. Mais étrangement, pour la première fois depuis longtemps, Marine ne se sent pas complètement perdue. Elle est confuse, oui, effrayée, certainement. Mais il y a aussi autre chose. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, toute cette folie l'amène vers un endroit meilleur que celui où elle se trouvait. Les semaines suivantes établissent une routine étrange que Marine n'aurait jamais imaginé avoir. Elle se lève tôt, prend son petit déjeuner seule, car Raphaël part toujours avant l'aube pour des réunions ou des séances d'exercice dans la salle de sport privée de l'immeuble. Elle passe ses journées au bureau de Paul Dubois, absorbant tout ce qu'elle peut sur la gestion de projets architecturaux de grande envergure, faisant du café pour les architectes seniors, organisant des échantillons de matériaux, mais aussi, progressivement, étant incluse dans de véritables discussions sur les concepts et les solutions créatives. Paul est exigeant, mais juste. Il ne lui fait pas de faveur parce qu'elle est l'épouse de Raphaël Almeida Blanc. En fait, il semble déterminé à prouver que Marine doit gagner sa place par ses propres mérites, et étrangement, cela la motive. Pour la première fois depuis des années, Marine sent qu'elle construit quelque chose qui lui appartient, qui ne dépend pas d'une validation externe ou des projets de quelqu'un d'autre pour sa vie. Les soirées sont plus compliquées. 2 ou 3 fois par semaine, il y a des événements sociaux qui exigent leur présence à elle et à Raphaël en tant que couple. Dîner de bienfaisance, inauguration, cocktail d'affaires. Marine apprend vite à naviguer dans ces milieux, à sourire au bon moment, à faire des conversations légères, élégantes, à toucher le bras de Raphaël avec l'intimité répétée d'une épouse amoureuse. Et Raphaël joue le jeu à la perfection. Il la touche fréquemment en public. La main sur sa taille, ses épaules, une fois même écartant une mèche de cheveux de son visage avec une tendresse qui semblait absolument authentique. Les premières fois, Marine se raidissait à ses contacts, trop consciente qu'il s'agissait d'une performance. Mais peu à peu, son corps commence à réagir de manière qu'elle préférerait ignorer. Un frisson quand ses doigts effleurent la peau nue de son dos. Une sensation de serrement à l'estomac quand il se penche pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, son souffle chaud contre son cou. Ce n'est que de la chimie, se répète Marine comme un mantra. Une attraction physique sans signification. Rien de plus, mais il devient de plus en plus difficile d'y croire quand il rentre tard le soir à l'appartement terrasse et que la tension entre eux semble remplir tout l'espace de l'ascenseur. Quand Raphaël l'observe avec ses yeux de plomb fondu, alors qu'elle lui dit au revoir et se dirige vers sa chambre. Quand Marine se surprend à regarder sa porte fermée en passant dans le couloir, imaginant ce qui se passerait si elle frappait, si elle entrait, si elle brisait la seule règle qu'elle s'était imposée. Un jeudi soir, près d'1 mois après le mariage, Marine rentre chez elle plus tard que d'habitude. Paul l'avait gardée au bureau jusqu'à 9 heures du soir, travaillant sur une présentation pour un client potentiel. Elle est épuisée, ses pieds lui font mal à cause des talons, sa tête martèle à force de regarder des écrans d'ordinateur. L'appartement terrasse est silencieux quand elle entre. Les lumières du salon sont éteintes, mais une douce lueur provient de la cuisine. Marine hésite, envisageant d'aller directement dans sa chambre, mais sa curiosité l'emporte. Elle suit la lumière et trouve Raphaël debout devant la cuisinière, portant seulement un pantalon de survêtement et un simple t-shirt, les pieds nus sur le sol en marbre. Il fait une omelette. La scène est si incongrue avec l'image de l'homme d'affaires impitoyable que Marine s'arrête à l'entrée de la cuisine, observant simplement. Raphaël semble différent ainsi, désarmé, domestique. Ses cheveux sont légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses doigts dedans plusieurs fois. Il y a une tension dans ses épaules qui suggère une journée difficile. « Je ne savais pas que tu cuisinais. » Raphaël tourne légèrement la tête, ne démontrant aucune surprise de sa présence. « Je ne cuisine pas. Je fais des œufs. Il y a une différence. Tu n'as pas encore dîné, ce n'est pas une question. » Marine entre dans la cuisine, pose son sac sur le comptoir. « Paul m'a gardé au travail tard. Je n'ai même pas pensé à manger. » Raphaël prend une assiette dans le placard et divise l'omelette en 2 portions. Il pose une assiette devant Marine, puis s'assied sur le tabouret à côté d'elle avec sa propre assiette. C'est la première fois qu'ils mangent ensemble ainsi, sans performance, sans public, juste 2 adultes partageant un repas simple. Marine prend sa fourchette et goûte. C'est étonnamment bon. Rien de sophistiqué, mais bien assaisonné.
Les œufs juste comme il faut. Où as-tu appris à faire ça? Ma mère. Elle disait que tout homme devait savoir faire au moins une chose en cuisine qui ne soit pas des nouilles instantanées. Pour moi, ce fut l'omelette. C'est la première fois que Raphaël mentionne sa famille de manière désinvolte. Marine profite de l'ouverture. Ta mère habite à Paris? En province, à Lyon. Elle et ma sœur cadette, Sophia. Mon père est mort il y a 6 ans. Une crise cardiaque foudroyante à 52 ans. Un jour, il était en pleine forme. Le lendemain, il n'était plus là. La vieille douleur dans sa voix est discrète mais indubitable. Marine ressent une vague inattendue d'empathie. Elle sait ce que c'est de perdre ses parents subitement. Elle connaît le vide que cela laisse. Je suis désolé. Cela a dû être horrible. Oui, surtout parce qu'il est mort au milieu d'une grave crise financière. L'entreprise familiale était au bord de la faillite. Ma mère s'est retrouvée seule avec 2 propriétés hypothéquées et des dettes atteignant 8 chiffres. J'avais 28 ans. Je commençais une carrière dans la banque d'investissement, pensant avoir tout le temps du monde pour grandir lentement. Sa mort m'a forcé à grandir vite. Marine écoute en silence, voyant un côté de Raphaël qu'il n'avait jamais montré auparavant. La vulnérabilité dans ses mots est soigneusement contrôlée, mais elle est là. J'ai assumé les dettes, tout restructuré, travaillé 18 heures par jour pendant 3 ans, jusqu'à réussir non seulement à sauver ce qui restait, mais à l'étendre. Almeida Blanc Holdings est né de ce chaos, et j'ai appris que je ne peux faire confiance à personne pour protéger ce qui est à moi. Je dois le faire seul. Il y a tant de poids dans ces mots. Marine commence à comprendre d'où vient la froideur de Raphaël, les murs qu'il a construits autour de lui-même. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. La réponse de quelqu'un qui a dû porter le monde sur ses épaules alors qu'il apprenait encore à marcher de ses propres jambes. Tu as sauvé ta famille. C'est admirable. Raphaël sourit, mais c'est un sourire amer. J'ai sauvé financièrement. Mais j'ai perdu d'autres choses dans le processus. Ma mère me regarde parfois comme si elle ne me reconnaissait plus, comme si le fils qu'elle avait élevé était mort avec mon père et avait laissé cet étranger froid à sa place. Marine pose sa fourchette, se tourne sur le tabouret pour le regarder vraiment. Tu n'es pas froid, tu es prudent, protégé. Il y a une différence. Raphaël l'observe longuement, et Marine voit quelque chose changer dans ses yeux. Une intensité différente, plus personnelle. Tu es la seule personne qui semble croire cela. Peut-être parce que je reconnais la même chose en moi. J'ai aussi construit des murs après la mort de mes parents. Je pensais que Rodolphe m'aidait à les abattre, mais en réalité, il me gardait juste enfermé à l'intérieur. Toi, étrangement, tu me forces à en sortir. Ce n'était pas mon intention, je sais, mais ça arrive quand même. Le silence qui suit est dense, chargé. Marine, sent son cœur s'accélérer, ressent l'attraction dangereuse la tirant vers Raphaël comme une gravité. Il serait si facile de réduire la distance entre eux, si facile de transformer ce moment de connexion authentique en quelque chose de physique. Mais elle se force à détourner le regard, à briser le sort avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne pourrait pas défaire. Merci pour le dîner. Je vais dormir. La journée a été longue. Marine se lève trop vite, trébuche légèrement. Raphaël la retient par le bras, la stabilisant, et ce contact envoie un courant électrique à travers son corps. Ils restent ainsi pendant une seconde, peut-être 2, trop proches, respirant le même air. Puis Raphaël lâche son bras et recule. « Bonne nuit, Marine. »« Bonne nuit. » Elle court pratiquement vers sa chambre, ferme la porte et s'y appuie, le cœur battant la chamade. Ça devient compliqué, très compliqué. Elle ne peut pas se permettre de ressentir quoi que ce soit de réel pour Raphaël. Elle ne peut pas confondre intimité circonstancielle avec une vraie connexion. Pas après Rodolphe, pas après avoir été trahie et manipulée par quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance. Mais en se préparant à dormir, en se couchant dans l'énorme lit et en regardant le plafond dans l'obscurité, Marine ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Raphaël l'a regardée dans la cuisine, à la façon dont sa voix est devenue plus douce quand il a parlé de son père, à la façon dont il semble toujours faire attention à elle, même quand il feint l'indifférence. Les jours suivants sont un exercice d'évitement. Marine trouve des excuses pour partir tôt et rentrer tard. Elle accepte des déjeuners de travail qu'elle aurait pu refuser.
Elle fait semblant d'être trop fatiguée pour parler quand ils se croisent dans l'appartement terrasse. Raphaël semble comprendre le jeu et garde ses distances aussi, bien que Marine le surprenne parfois à l'observer avec une expression qu'elle ne peut déchiffrer. Paul remarque son changement. Un vendredi après-midi, il l'appelle dans son bureau privé. « Marine, asseyez-vous ici, j'ai besoin de vous parler. » Marine s'assied, nerveuse. Paul est sérieux, mais il y a de la gentillesse dans ses yeux bruns. « Vous avez un réel talent. J'ai vu les croquis que vous avez laissés sur la table hier. Votre projet de revitalisation des zones urbaines, utilisant des jardins verticaux et la récupération des eaux de pluie est innovant, intelligent, viable. » Marine ressent une vague de soulagement mêlée de fierté. « Merci. J'ai travaillé sur ce concept pendant des années, mais je n'ai jamais eu le courage de le présenter à qui que ce soit. Eh bien, vous devriez. En fait, je vous offre la chance de le développer entièrement. J'ai un client qui recherche exactement ce type de solution durable pour un projet en banlieue Est, un complexe résidentiel de standing moyen. Si vous parvenez à créer une proposition solide, vous pourriez être l'architecte principal du projet. » Marine reste sans voix. C'est l'opportunité qu'elle attendait, la chance de prouver qu'elle est plus que l'épouse de Raphaël Almeida Blanc, plus que la femme trahie par Rodolphe Dupont, une chance d'être Marine Carvalho, architecte compétente par ses propres mérites. « J'accepte. Merci beaucoup pour votre confiance. » Paul sourit. « Ne me remerciez pas encore. Vous aurez 3 semaines pour développer la proposition complète. Plan, budget, calendrier, tout. Si vous n'êtes pas à la hauteur, je la confierai à un autre architecte. Je ne fais pas de faveur, pas même pour les épouses de clients puissants. Je comprends. Et je ne veux pas de faveur. Je veux juste la chance de montrer mon travail. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous. À partir de lundi, vous travaillerez comme jamais auparavant. » Marine quitte le bureau en se sentant plus légère que depuis des semaines. Enfin quelque chose qui lui appartient, qu'elle a conquis seule, qui n'est pas entachée par le scandale ou la convenance. Elle est si excitée qu'elle remarque à peine le chemin jusqu'à l'appartement terrasse, montant dans l'ascenseur privé avec un sourire authentique sur le visage. Quand les portes s'ouvrent, elle trouve Raphaël dans le salon, debout près des baies vitrées qui donnent sur la ville. Il est au téléphone, la voix tendue. « Je me fiche de ce qu'il a promis, Albert. Le contrat est caduc. Dupont essaie d'utiliser des failles juridiques pour échapper à la pénalité pour rupture d'accord. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de combler ces failles d'ici lundi matin. » Marine hésite, envisageant de retourner à l'ascenseur et d'attendre, mais Raphaël la remarque et lui fait signe d'entrer. Elle s'avance lentement dans le salon, s'asseyant sur le canapé pendant qu'il poursuit sa conversation. « Oui, je sais que c'est le week-end. Je vous paie précisément pour résoudre des problèmes comme ça, quel que soit le jour. Je veux une solution d'ici dimanche soir, sans exception. » Il raccroche sans dire au revoir et se tourne vers Marine, l'expression fatiguée. Rodolphe essaie d'échapper à un accord qu'il a perdu. Typique, il n'a jamais été bon perdant. « C'est à propos de ce terrain en banlieue sud que tu as mentionné ?» Raphaël s'approche, s'assied dans le fauteuil en face d'elle. Entre autres choses, depuis notre mariage, sa situation financière se détériore. Les investisseurs sont nerveux, les partenaires reconsidèrent les accords. Le scandale a ébranlé son image plus que je ne l'espérais, et maintenant il est désespéré, tentant des manœuvres risquées pour regagner en crédibilité. Marine aurait dû se sentir satisfaite. C'était exactement le but de l'accord. Détruire Rodolphe, le faire payer pour sa trahison et son humiliation. Mais au lieu de cela, elle ne ressent qu'un étrange vide. La vengeance n'est pas aussi douce qu'elle l'imaginait. Et quand cela va-t-il s'arrêter? Quand estimeras-tu que tu es allé assez loin? Raphaël l'observe attentivement, comme s'il essayait de comprendre où elle voulait en venir. Quand il ne pourra plus me nuire, quand il ne sera plus une menace. Cela semble plus à propos de toi qu'à propos de lui, plus sur ta peur d'être à nouveau vulnérable que sur tout dommage réel qu'il pourrait causer. Les mots sortent avant que Marine ne puisse les filtrer, plus honnête et direct qu'elle ne l'avait prévu. Raphaël reste très silencieux, quelque chose de dangereux clignotant dans ses yeux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas, mais je sais reconnaître quelqu'un qui laisse le passé contrôler le présent. J'ai fait ça trop longtemps avec Rodolphe. J'ai laissé ma relation avec lui définir qui j'étais, ce que je valais, et je me rends compte maintenant que c'était une erreur, que je dois lâcher prise et avancer.
Et tu penses que je devrais faire de même? Oublier ce que Rodolphe a essayé de faire à mon entreprise, à ma famille. Simplement pardonner et passer à autre chose? Je ne parle pas de pardon. Je parle de ne pas le laisser te consumer de colère, de ne pas devenir si obsédé par la vengeance que tu perds de vue qui tu es vraiment. Raphaël se lève brusquement, la mâchoire tendue. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu as des responsabilités envers d'autres personnes, quand tu dois protéger plus que toi-même, tu ne peux pas te permettre d'être noble ou magnanime. Tu dois être impitoyable. Mais à quel prix, Raphaël? Ta mère pense que tu es devenu un étranger. Tu vis seul dans cet appartement terrasse luxueux, sans rien qui indique que c'est une vraie maison. Tu fermes la porte à tout le monde par peur qu'ils puissent te blesser. Ce n'est pas de la force, c'est une prison. Le silence qui suit est lourd, tendu. Marine s'attend à moitié à ce que Raphaël explose, qu'il la fasse taire, qu'il lui rappelle qu'elle n'a pas le droit d'analyser sa vie. Mais au lieu de cela, il reste simplement immobile, la regardant avec un mélange de colère et quelque chose qui ressemble étrangement à de la douleur. Tu ne sais rien de moi. J'en sais plus que tu ne le penses. Parce que je reconnais les mêmes schémas en moi. Et je te le dis, Raphaël, ça ne marche pas. Faire semblant de n'avoir besoin de personne, de ne rien ressentir, ne te rend pas fort. Ça te rend juste seul. Raphaël fait 2 pas vers elle, et Marine se lève instinctivement, le cœur battant. La chamade. Ils se tiennent face à face, la tension entre eux presque palpable. Et que suggérez-vous que je fasse? Baisser ma garde, faire confiance aveuglément, ouvrir mon cœur pour qu'il soit à nouveau piétiné. Je ne suggère rien. J'observe juste que la façon dont vous vivez ne vous rend pas heureuse. Et vous, êtes-vous heureux, marié à moi par vengeance, vivant ici parce que vous n'avez nulle part où aller, travaillant pour prouver quelque chose à des gens qui ne s'en soucient même pas vraiment? Les mots sont cruels, conçus pour blesser, mais Marine ne recule. Pas non. Je ne suis pas heureuse. Mais au moins j'essaie. Au moins je me permets de ressentir, de grandir, de changer. Vous ne faites que vous endurcir de plus en plus. Peut-être parce que j'ai appris que s'endurcir est la seule façon de survivre, ou peut-être parce que vous avez peur de découvrir que vous n'êtes pas aussi dur que vous le prétendez. Marine voit le moment où quelque chose se brise à l'intérieur de Raphaël. Il réduit la distance entre eux en 2 pas rapides, ses mains allant à son visage, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Pendant une seconde, elle pense qu'il va l'embrasser et tout son corps s'y prépare, chaque nerf en alerte. Mais Raphaël la tient juste ainsi, son visage à quelques centimètres du sien, sa respiration irrégulière. Vous me rendez fou. Depuis le premier jour, vous et votre honnêteté brutale, votre refus de jouer selon les règles habituelles, je n'arrive pas à vous déchiffrer, je n'arrive pas à vous contrôler, et ça m'effraie. Bon, parce que vous m'effrayez aussi, la façon dont vous me faites ressentir des choses que j'ai juré de ne plus jamais ressentir, la façon dont vous êtes sous ma peau sans que je l'ai permis. Ils restent ainsi, suspendus dans l'instant, si proches que Marine peut sentir la chaleur émanant du corps de Raphaël, peut voir les petites mouchetures dorées dans ses yeux gris. Il serait si facile de combler les derniers centimètres, de transformer cette tension en quelque chose de physique. Mais Raphaël la lâche abruptement, reculant comme s'il avait été brûlé. Ça ne peut pas arriver. Nous avons un accord. Des règles. Je sais. Je ne peux pas vous offrir ce que vous méritez. Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas demandé que vous soyez quoi que ce soit. Je dis juste ce que je vois. Raphaël passe la main dans ses cheveux, luttant visiblement contre quelque chose en lui. Quand il parle à nouveau, sa voix est plus contrôlée, mais il y a toujours une tension sous-jacente. Je vais dans une maison sur la côte bretonne ce week-end. J'ai une maison en bord de mer. J'ai besoin de quelques jours loin de la ville, loin de tout. Vous pouvez venir si vous voulez, ou rester ici. Le choix vous appartient, il n'attend pas de réponse. Il se retourne simplement et marche vers sa propre chambre, laissant Marine immobile au milieu du salon, le cœur toujours battant, l'esprit en ébullition. Elle ne devrait pas y aller. Elle sait qu'elle ne devrait pas. Rester seule avec Raphaël loin de la ville, loin des distractions et de l'image publique, c'est demander à ce que la tension entre eux explose enfin. Mais même en sachant cela, même en comprenant le danger, Marine se surprend à vouloir y aller, à vouloir voir ce qui se passe quand ils arrêtent de lutter contre ce qui grandit entre eux. Le samedi matin, elle met une petite valise dans le coffre de la BMW de Raphaël.
Ils roulent en silence sur les routes qui mènent à la côte nord, le paysage passant progressivement du béton urbain à la luxuriante campagne bretonne. La maison est située dans une zone isolée, accessible uniquement par un chemin de terre sinueux qui grimpe la colline. Quand ils arrivent enfin, Marine comprend pourquoi Raphaël a choisi cet endroit. La maison est moderne, tout en verre et en bois clair, construite pour s'intégrer au paysage environnant. Mais ce qui est vraiment à couper le souffle, c'est la vue. L'océan s'étend jusqu'à l'horizon, une eau bleu turquoise se brisant en vagues blanches contre le sable doré en contrebas. C'est isolé, tranquille, loin de tout. C'est magnifique. Marine a du mal à détacher ses yeux du paysage. Raphaël s'arrête à côté d'elle, regardant la même mer. « J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, quand la ville devient trop envahissante. C'est le seul endroit où je peux vraiment déconnecter. Il y a quelque chose de vulnérable dans cette admission. Cet endroit est important pour Raphaël, spécial, et il l'a amené ici. » Marine ressent le poids de cette confiance, même s'il ne l'a pas verbalisé ainsi. Ils passent le reste de la journée dans un silence relativement confortable. Raphaël travaille sur son ordinateur portable sur la terrasse. Marine explore la maison et la plage privée. Ils dînent ensemble, tandis que le soleil se couche peignant le ciel d'oranges et de roses impossibles. Et pour la première fois depuis qu'ils se sont rencontrés, Marine sent qu'ils existent simplement ensemble. Sans programme, sans faux semblants, sans les murs que tous deux avaient si soigneusement construits. C'est dangereux, c'est terrifiant. C'est exactement là où elle veut être. Plus tard, lorsque la nuit est tombée complètement et que les étoiles commencent à apparaître dans le ciel noir, Marine trouve Raphaël sur la terrasse, regardant l'océan sombre. Elle s'approche lentement, s'arrête à côté de lui. « Merci de m'avoir amené ici. » Raphaël la regarde du coin de l'œil. « Pourquoi êtes-vous venu? Vous saviez que ce serait risqué. C'est justement pour ça. Je suis fatiguée d'être prudente, fatiguée d'avoir peur. Et de quoi avez-vous peur ?» Marine prend une profonde inspiration, rassemblant son courage pour l'honnêteté brutale. « De vous, de ce que je ressens quand je suis près de vous, de gâcher la seule bonne chose qui soit ressortie de tout ce chaos. » Raphaël se tourne complètement pour lui faire face, son expression indéchiffrable dans l'obscurité. Marine. La façon dont il prononce son nom porte tant de poids, tant d'émotions contenues. Et puis il s'approche, et elle se penche vers lui, et la distance entre eux disparaît enfin. Le baiser est inévitable, comme respirer après avoir été trop longtemps submergé. Les mains de Raphaël vont à sa taille, l'attirant près de lui, et Marine entrelace ses doigts dans ses cheveux, se perdant dans la sensation, le goût, la chaleur. Quand ils se séparent, enfin tous deux respirent difficilement. Raphaël appuie son front contre le sien, les yeux fermés. Cela change tout. Je sais, je ne peux pas promettre de ne pas vous blesser. Je le sais aussi. Et pourtant je veux ça. Je vous veux. Sans contrat, sans règles, sans faux semblants. Juste nous. Raphaël ouvre les yeux et Marine y voit un désir si intense que quelque chose se serre dans sa poitrine. Alors, ayez-moi. Tout entière. Cette fois, quand il l'embrasse, il n'y a pas d'hésitation, pas de doute. C'est un abandon complet. Raphaël la guide à l'intérieur de la maison, leurs mains entrelacées, aucun des deux ne parlant car les mots semblent superflus maintenant. La chambre principale a des murs de verre donnant sur l'océan, et Marine peut entendre le son des vagues se brisant sur la plage, un rythme constant qui semble se synchroniser avec les battements accélérés de son cœur. Il s'arrête près du lit, se tourne pour lui faire face. La lumière de la lune entrant par les fenêtres illumine la moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre. Marine voit la question silencieuse dans ses yeux, la dernière chance de reculer, de maintenir l'accord, original, de ne pas franchir cette ligne qu'ils ne pourront pas revenir en arrière. Mais elle ne veut pas reculer. Plus maintenant. Marine fait le premier pas, comblant la distance entre eux, levant les mains vers son visage. Raphaël ferme les yeux au contact, comme s'il mémorisait la sensation. Puis il la tire contre lui, et le baiser cette fois est différent, plus profond, plus urgent, chargé de semaines de tensions refoulées, enfin libérées. Ses mains explorent son dos,
sa taille, descendent vers ses hanches. Marine sent une chaleur se répandre dans tout son corps, un désir qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Avec Rodrigue, dans les rares moments intimes qu'ils avaient partagés avant le mariage annulé, il y avait toujours eu une retenue de sa part, une peur sous-jacente qu'elle attribuait à la nervosité de préserver sa virginité pour la nuit de noces. Mais maintenant, avec Raphaël, il n'y a pas de peur, seulement un besoin. Il la guide vers le lit lentement, la couchant sur les draps clairs, et Marine le tire avec elle, refusant de laisser la moindre distance entre eux. Raphaël embrasse son cou, sa clavicule, et Marine cambre le dos, ses doigts serrant ses épaules. C'est là qu'elle réalise qu'elle tremble, non pas de froid ou de peur, mais d'anticipation, de vulnérabilité, de l'énormité de ce qui est sur le point de se produire. Raphaël le sent aussi. Il s'arrête, lève la tête pour la regarder. « Ça va. Si vous avez changé d'avis, si vous n'êtes pas prête, nous pouvons arrêter. » Marine secoue la tête, tenant son visage entre ses mains. « Je ne veux pas arrêter. Je suis juste nerveuse. Nerveuse. » Il y a quelque chose dans la façon dont il prononce le mot, comme s'il traitait un sens plus profond. Marine prend une profonde inspiration, sachant qu'elle doit dire la vérité, même si c'est embarrassant, même si cela change la façon dont il la voit. « Raphaël, je n'ai jamais fait ça avant, avec personne. J'attendais, je gardais ça pour la nuit de noces qui n'est jamais arrivée. Je sais que j'aurais probablement dû le mentionner avant, mais je ne savais pas comment et... » Elle balbutie, les mots sortant précipitamment, mais elle s'arrête en voyant l'expression sur le visage de Raphaël. Quelque chose entre un choc absolu et quelque chose de plus complexe qu'elle ne peut nommer. Vous êtes vierge. Ce n'est pas une question. C'est une constatation lourde de sens. Marine acquiesce, incapable d'interpréter sa réaction. Je sais que ça paraît ridicule à 27 ans, mais c'était un choix que j'ai fait, et Rodrigue l'a toujours respecté, et je ne pensais pas que ce serait important pour vous. Mais si c'est un problème... Marine. Raphaël interrompt ses divagations, appuyant son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration irrégulière. Vous gardiez ça pour votre mariage, pour une nuit spéciale. Et maintenant vous me l'offrez ici, comme ça, comme si ça ne signifiait rien. Ça signifie quelque chose. Ça signifie tout. Mais je ne veux plus attendre un moment parfait qui pourrait ne jamais arriver. Je veux ça. Je vous veux. Maintenant. Raphaël l'embrasse de nouveau, mais il y a quelque chose de différent maintenant, une tendresse qui n'était pas là avant, mélangée au désir. Il y va lentement, si lentement que Marine le supplie presque d'accélérer, mais en même temps, elle remercie sa patience, l'attention portée à chaque contact, chaque mouvement. Quand ils s'unissent enfin, il y a de la douleur, oui, mais moins que ce que Marine attendait. Et après la douleur initiale, il y a autre chose. Une connexion qui va au-delà du physique, une intimité qui l'effraie et l'exalte à la fois. Elle s'accroche à Raphaël, enfouissant son visage dans son cou, et il la tient comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Après, quand ils sont allongés entrelacés dans les draps en désordre, le son des vagues remplissant le silence, Marine sent quelque chose changer en elle. Ce n'est pas seulement l'évidence, la perte de la virginité qu'elle avait portée si longtemps. C'est quelque chose de plus profond, une ouverture, une vulnérabilité, une reconnaissance que ce qu'elle ressent pour Raphaël a depuis longtemps transcendé les limites de l'accord qu'ils avaient signé. Raphaël est silencieux, ses doigts traçant des motifs distraits sur son épaule. Marine tourne la tête pour le regarder et voit qu'il fixe le plafond, l'expression lointaine. « À quoi pensez-vous » Il met tellement de temps à répondre que Marine commence à craindre qu'il ne le fasse pas. Puis, finalement, d'une voix basse, « Que je viens de prendre quelque chose de vous que je ne pourrai jamais rendre. Quelque chose que vous gardiez pour un moment spécial, pour un homme que vous aimeriez vraiment. Et moi, je ne suis que le type que vous avez accepté par désespoir et par vengeance. Les mots sont comme des couteaux. » Marine s'assied sur le lit, tirant le drap pour couvrir son corps, soudain consciente de sa nudité. « C'est ce que vous pensez? Que je me suis donné à vous par désespoir ?» Raphaël s'assied aussi, mais ne la regarde pas. « Je ne sais pas quoi penser. Je sais juste que vous méritiez mieux que ça, mieux que moi. Ne vous excusez pas. N'osez pas transformer ça en quelque chose de sordide ou de mal. » Marine sent la colère monter, mélangée à de la peine. Elle vient de se donner complètement à lui,
Et maintenant, Raphaël réduit tout à une erreur, à quelque chose qu'elle devrait regretter. Je ne m'excuse pas. Je suis réaliste. Nous sommes mariés sur le papier, Marine. Nous avons un contrat de convenance. Ça, ce qui vient de se passer, complique tout. Ça ne complique que si vous le permettez. Ça ne devient un problème que si vous décidez que ça l'est. Et ce n'est pas le cas. Marine, pensez-y. Vous étiez fiancée à un autre homme il y a 1 mois. Vous venez de perdre votre virginité avec quelqu'un que vous avez rencontré le pire jour de votre vie, avec qui vous vous êtes marié sur un coup de tête. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas juste. Chaque mot est un nouveau coup. Marine descend du lit, cherchant ses vêtements éparpillés sur le sol, s'habillant avec des mouvements brusques. Raphaël la regarde enfin, et il y a quelque chose qui ressemble à de la douleur dans ses yeux, mais Marine est trop blessée pour s'en soucier. Vous savez ce qui n'est pas juste, Raphaël? Vous me faire sentir spécial, me faire croire qu'il y avait quelque chose de réel entre nous, et ensuite me jeter à la figure que ce n'était qu'une erreur. Rodrigue a au moins eu la décence de me trahir avec honnêteté. Vous me trahissez avec lâcheté. Je ne vous trahis pas. J'essaie de vous protéger. De quoi? De vous? Nouvelle, Raphaël, il est déjà trop tard. Je suis déjà blessé. Je me suis déjà donné. Et vous prouvez exactement ce que j'ai dit plus tôt. Vous avez tellement peur de ressentir quelque chose de réel que vous préférez le détruire avant qu'il n'ait une chance de s'épanouir. Marine, Raphaël, se lève, fait un pas vers elle, mais Marine recule, levant la main. Non. Vous avez fait votre choix. Vous ne pouvez pas gérer ça, nous. Alors faisons comme si ça n'était pas arrivé. Nous retournerons à Paris demain et nous nous en tiendrons à l'accord original. Vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Faire semblant. C'est ce que vous faites de mieux. Elle sort de la chambre avant qu'il ne puisse répondre, avant que les larmes qui brûlent ses yeux ne puissent tomber. Elle trouve une autre chambre dans la maison, ferme la porte à clé et ce n'est qu'alors qu'elle permet aux pleurs de venir. Des sanglots silencieux et violents qui secouent tout son corps. Elle avait été si stupide, si naïve. Elle avait cru que Raphaël était différent, que la connexion entre eux signifiait quelque chose. Mais au final, il est comme Rodrigue, comme tous les hommes qui étaient entrés dans sa vie et l'avaient fait sentir qu'elle n'était pas suffisante, que quelque chose en elle était brisé, faux, indigne d'un amour véritable. Marine ne dort pas cette nuit-là. Elle reste éveillée à écouter l'océan, sentant la douleur physique entre ses jambes, qui est un rappel constant de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait perdu. Et quand le soleil commence enfin à éclairer l'horizon, elle fait sa valise en silence et attend dans le salon. Raphaël apparaît 1 heure plus tard, l'air aussi dévasté qu'elle se sent. Ils rentrent à Paris dans un silence absolu, 3 heures de route où aucun des deux ne parvient à trouver les mots pour combler l'abîme qui s'était creusé entre eux. Quand ils arrivent à l'appartement, Marine va directement dans sa chambre et ferme la porte. Elle entend Raphaël marcher jusqu'à sa propre chambre, la porte se fermant avec un léger clic. Et ainsi commence la nouvelle phase de leur mariage. 2 étrangers partageant un espace, évitant tout contact, construisant des murs de plus en plus hauts. Les semaines suivantes sont un enfer silencieux. Marine se plonge dans le travail avec une intensité qui frôle l'autodestruction. Elle passe 16-17 heures par jour au bureau de Paul, développant le projet du complexe résidentiel durable. Il est plus facile de penser aux coefficients d'occupation des sols, au système de récupération d'eau et aux jardins verticaux qu'à Raphaël. Plus facile que de se souvenir de la façon dont il l'avait touché, cette nuit-là sur la côte bretonne, la tendresse de ses mains avant que tout ne s'effondre. Paul remarque sa dévotion obsessionnelle mais ne commente pas. Il dépose simplement du café frais sur sa table quand elle travaille tard, laisse des mots d'encouragement collés sur ses plans. La proposition devient exceptionnelle, Marine le sait, c'est son meilleur travail. Mais elle ne peut pas ressentir de fierté. Elle ne peut presque rien ressentir d'autre que le vide qui a envahi sa poitrine. Raphaël est tout aussi absent. Il part avant qu'elle ne se réveille et revient après qu'elle se soit endormie. Lorsque leur présence coïncide à l'appartement, tous deux agissent comme des fantômes, se croisant sans contact visuel, sans mots. Les seules fois où ils interagissent, c'est lors d'événements sociaux qui exigent leur présence en tant que couple. Et dans ces moments, la représentation continue. Raphaël la touche comme il l'a toujours fait, la main dans son dos, sur ses épaules, le baiser poli sur sa tempe.
Pour ceux qui observent de l'extérieur, ils sont le couple parfait, amoureux, attentifs l'un à l'autre, l'histoire d'amour née d'un scandale. Mais Marine ressent chaque contact comme une brûlure. Elle ressent la fausseté, la distance, la douleur que tous deux enterrent sous des couches de prétention. Et le pire, c'est que parfois, quand Raphaël pense qu'elle ne regarde pas, Marine le surprend à l'observer avec une expression si pleine de regret et de désir que son cœur se serre. Il souffre aussi. Elle le sait. Mais le savoir ne rend pas la douleur moindre. Il ne rend pas l'éloignement plus facile à supporter. Un jeudi soir, Marine travaille tard au bureau lorsque son portable sonne. C'est un numéro qu'elle a effacé mais qu'elle reconnaît encore. Rodrigue. Elle devrait ignorer. Elle devrait bloquer une bonne fois, pour toutes. Mais il y a quelque chose dans la solitude de la nuit, dans la fatigue qui imprègne ses os, qui la pousse à répondre. Allô? Marine. Enfin. J'appelle depuis des semaines. La voix de Rodrigue sonne tendue, presque désespérée. Marine se penche en arrière sur sa chaise, se frottant les yeux fatigués. Qu'est-ce que vous voulez, Rodrigue? J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, Marine, donnez-moi juste une chance de tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'en ai assez vu dans cette chambre d'hôtel. Et même s'il y en avait, ça ne changerait rien. Je suis marié. Avec lui, avec Almeida Branco. Vous croyez vraiment qu'il se soucie de vous? Que ce mariage est réel? Il se sert de vous, Marine. Il se sert de vous pour me détruire, pour venger une offense imaginaire qu'il pense que j'ai commise contre lui. Il y a trop de vérité dans ces mots pour que Marine puisse les réfuter complètement. Bien sûr que Raphaël s'est servi d'elle au début. C'est exactement ce sur quoi il s'était mis d'accord. Mais à un certain moment, ça a cessé de ressembler à de la simple utilisation. Ça a cessé de ressembler à de la simple vengeance. Ou du moins, elle avait cru que ça s'était arrêté. Même si c'est vrai, ce ne sont pas vos affaires. Vous avez perdu le droit d'avoir une opinion sur ma vie quand vous avez décidé de coucher avec ma meilleure amie quelques heures avant notre mariage. C'était une erreur, Marine. La plus grande erreur de ma vie. Juliane, elle m'a séduit. Elle m'a fait croire que ce que nous avions était vrai, alors qu'en réalité elle essayait juste de m'éloigner de vous. Marine rit, mais c'est qu'un son sans humour, bien sûr. C'est entièrement de sa faute. Vous n'êtes que la victime innocente. Rodrigue, épargnez-moi. Vous avez fait un choix. Elle a fait un choix. Et j'ai fait le mien aussi. Maintenant, nous vivons tous avec les conséquences. Au moins, retrouvez-moi. Une fois. Pour que nous puissions parler en personne. Pour que je puisse vous donner ma version des faits. S'il vous plaît, Marine. Pour tout ce que nous avons déjà vécu ensemble. Marine sait que c'est une idée terrible. Elle sait qu'elle ne doit rien à Rodrigue, que le rencontrer ne fera que compliquer une situation déjà impossible. Mais il y a une partie d'elle, petite et blessée, qui veut voir Rodrigue souffrir un peu, qui veut faire goûter à Raphaël son propre poison. D'accord. Demain soir, dans ce café près du boulevard Saint-Germain où nous avions l'habitude d'étudier. 7 heures. Ne soyez pas en retard. Elle raccroche avant que Rodrigue ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Et puis elle se déteste un peu d'avoir accepté, de jouer des jeux aussi bas que ceux que Raphaël joue. Le lendemain matin, Marine se réveille les yeux gonflés de fatigue. Elle a à peine dormi. Son esprit tourbillonnant entre le regret d'avoir accepté de voir Rodrigue et la colère envers Raphaël de l'avoir mise dans cette position émotionnelle. Quand elle sort de sa chambre, elle trouve Raphaël dans la cuisine, prenant son café. C'est la première fois en des semaines qu'ils sont seuls dans la même pièce, sans la pression d'un public extérieur. Raphaël lève les yeux quand elle entre, et un instant, Marine voit la même douleur qu'elle ressent se refléter en lui. « Bonjour ?» Sa voix est prudente, comme s'il parlait à quelque chose de sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. « Bonjour ?» Marine se sert du café, ses mains pas tout à fait fermes. Le silence entre eux est dense, rempli de choses non dites. Marine, à propos de la côte bretonne, à propos de ce qui s'est passé, je ne veux pas en parler. Elle le coupe avant qu'il ne puisse continuer, incapable de supporter un autre round de regrets et d'excuses. Il faut qu'on parle, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi pas? Ça marche, non? En public, nous sommes le couple parfait. En privé, nous ne nous dérangeons pas. C'est exactement ce que tu voulais depuis le début. Raphaël pose sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Ce n'est pas ce que je veux. Plus maintenant. Marine rit
mais c'est un son amer. Alors, qu'est-ce que tu veux, Raphaël? Tu veux retourner à Saint-Malo et faire comme si cette fois-là était une erreur, mais que celle-ci ne le sera pas? Tu veux que je rouvre mon cœur juste pour que tu le piétines quand tu auras peur? Ce n'était pas de la peur. C'était, je voulais juste te protéger de moi, de gâcher quelque chose de précieux que tu avais gardé si longtemps. Tu ne comprends pas. Je ne l'ai pas gardé pour un moment parfait ou pour l'homme parfait. Je l'ai gardé jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me ferait sentir que ça valait la peine de prendre un risque. Et cette personne, c'était toi. Mais clairement, je me suis trompé. Marine pose sa tasse de café dans l'évier, les mains tremblant légèrement. Rodrigue a appelé hier. Il a demandé qu'on se parle. Je vais le voir ce soir. Elle voit le changement immédiat chez Raphaël. La façon dont tout son corps se raidit, dont ses yeux s'assombrissent, passant du gris au presque noir. Tu quoi, je vais le voir. Juste pour discuter. Fermer des chapitres. C'est un mensonge partiel. Marine ne sait pas exactement pourquoi elle a accepté de voir Rodrigue, mais elle est sûre que ce n'est pas pour fermer des chapitres. Tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce qu'il t'a fait, tu vas simplement le rencontrer? Je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas ta prisonnière. Nous sommes mariés sur le papier, tu te souviens? Tu l'as toi-même bien précisé. Marine se retourne pour partir, mais Raphaël lui attrape le bras, la faisant pivoter pour qu'elle lui fasse face. Il y a quelque chose de sauvage dans ses yeux maintenant, quelque chose que Marine n'avait jamais vu auparavant. Ne pars pas, s'il te plaît. Il va essayer de te manipuler. Il va essayer de te convaincre de revenir. Et si je veux revenir? Au moins, Rodrigue n'a pas peur d'admettre qu'il me veut. C'est un coup bas, et ils le savent tous les deux. Raphaël lâche son bras comme s'il avait été brûlé, reculant d'un pas. C'est ça que tu veux, revenir vers l'homme. Qui t'a trompé la veille de votre mariage? L'homme qui a choisi ta meilleure amie à ta place? Les mots sont cruels, conçus pour blesser, mais Marine ne recule pas. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que je ne peux plus vivre comme ça. Dans ce limbo où tu me veux mais tu ne me veux pas, où je suis ta femme mais je ne le suis pas, où chaque jour est un rappel que je ne suis pas assez pour que tu surmontes tes peurs. Tu es suffisante. Tu es plus que suffisante. Le problème, c'est moi. Alors résous ton problème, Raphaël, ou laisse-moi partir. Vraiment, pas cette demi-liberté que nous avons maintenant, une liberté complète. Annule le mariage, déchire le contrat, libère-moi. Raphaël reste silencieux si longtemps que Marine pense qu'il ne va pas répondre, puis d'une voix si basse qu'elle l'entend à peine. Je ne peux pas te laisser partir. Alors, que peux-tu faire? Quand Raphaël parle enfin, il y a une intensité dans sa voix qui fait remuer quelque chose dans l'estomac de Marine. Je peux te le montrer, si tu me donnes une chance. Si tu annules ce rendez-vous ridicule avec Rodrigue et que tu me donnes une nuit, juste une, pour prouver que ce qu'il y a entre nous n'est pas seulement de la peur ou de la confusion, que c'est réel. Marine veut refuser. Elle veut garder sa dignité, sa colère, sa douleur. Mais il y a quelque chose dans la façon dont Raphaël la regarde, une vulnérabilité qu'il montre rarement qui fait commencer à craquer ses défenses. Une chance. Mais si tu t'éloignes encore, si tu fais en sorte que cela ressemble à une erreur à nouveau, c'est fini. Vraiment, fini. Je partirai et tu n'essaieras pas de m'arrêter. Raphaël hoche la tête, et Marine voit ses mains se serrer en poing le long de son corps, comme s'il s'empêchait physiquement de la toucher. Une chance, c'est tout ce que je demande. Marine prend son téléphone et, gardant le contact visuel avec Raphaël, compose le numéro de Rodrigue. Quand il répond, sa voix est ferme. « J'ai changé d'avis, je ne te verrai pas. Et ne m'appelle plus. Continue ta vie, je continuerai la mienne. » Elle raccroche avant qu'il ne puisse répondre, regardant toujours Raphaël. Elle voit le soulagement passer dans ses yeux, suivi par quelque chose de plus intense, de plus dangereux. « Ne me déçois plus, Raphaël. Je ne sais pas si je survivrai à ça une fois de plus. Je ne le ferai pas. Je promets. » Et Marine, contre son meilleur jugement, contre toute logique et raison, choisit de le croire. La nuit que Raphaël avait promise se transforme en semaine de redécouverte. Il ne s'éloigne plus. Au contraire, il recherche Marine avec une intensité qui la surprend et l'effraie à la fois. Des dîners sur le toit terrasse où ils discutent tard, les mains entrelacées en regardant le lever, du soleil par la fenêtre, des baisers volés entre les rendez-vous. Et les nuits,
Tant de nuits où ils se livrent l'un à l'autre avec une passion qui grandit à chaque rencontre. Mais aucun des deux ne parvient encore à nommer ce qu'ils ressentent. Comme si le dire à voix haute pouvait briser le sort, transformer le réel en illusion à nouveau. 2 mois après Saint-Malo, Raphaël l'emmène rencontrer sa mère et sa sœur à Aix-en-Provence. La maison familiale est chaleureuse, remplie de photographies et de souvenirs que le penthouse à Paris n'a pas. Madame Hélène, une femme de 60 ans aux yeux doux et aux cheveux gris, serre Marine dans ses bras comme si elle la connaissait depuis des années. Sophie, la sœur cadette de Raphaël, une étudiante en médecine vétérinaire de 23 ans, est tout sourire et pleine de questions curieuses. Pendant le déjeuner du dimanche, tandis que Raphaël aide sa mère dans la cuisine, Sophie s'approche de Marine sur la véranda. « Je n'ai jamais vu mon frère comme ça. Il te regarde comme si tu étais le centre de son univers. Vous êtes réel, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement le mariage des journaux. Marine ne sait pas comment répondre. Ce qu'ils ont est réel, mais est né de mensonges. Est né d'un accord froid, de vengeance et d'opportunisme. Est-ce que quelque chose comme ça peut se transformer en véritable amour ? Plus tard, quand Raphaël lui montre la maison, Marine voit des documents sur le bureau de son ancienne chambre. Elle reconnaît le papier à en-tête de l'hôtel où elle aurait dû se marier avec Rodrigue. Son cœur se glace. « Raphaël, qu'est-ce que c'est ?» Il se retourne, voit les papiers dans ses mains, et Marine observe la culpabilité traverser son visage avant qu'il ne puisse la cacher. « Marine, laisse-moi t'expliquer. » Mais Marine est déjà en train de lire des correspondances entre Raphaël et quelqu'un qui travaille à l'hôtel, datées de semaines avant le mariage annulé. Des informations sur l'affaire de Rodrigue avec Juliane. Des preuves que Raphaël savait qu'il avait prévu d'être dans ce bar exactement quand Marine arriverait, détruite et vulnérable. Tu savais, tout le temps. Ce n'était pas une coïncidence, tu as tout planifié. Sa voix sort étrangement calme, mais à l'intérieur elle s'effondre. Je savais pour la trahison, oui. Mais Marine, ce que je ressens pour toi, c'est réel. Ça n'a pas été planifié. Non, tu m'as utilisé. Tu m'as manipulé quand j'étais au moment le plus vulnérable de ma vie. Et moi, je t'ai cru. J'ai cru que nous étions différents. Marine prend son sac, les mains tremblant violemment. Raphaël essaie de la retenir, mais elle s'éloigne. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Elle court pratiquement hors de la maison, ignore Madame Hélène qui l'appelle, inquiète, prend un taxi jusqu'à la gare routière. Ce n'est que lorsqu'elle est dans le bus de retour pour Paris, les lumières de la ville disparaissant derrière elle, que Marine permet aux larmes de venir. Elle va chez sa grand-mère à Neuilly-sur-Seine, se réfugie dans la chambre qui fut la sienne pendant son adolescence. Sa grand-mère ne pose pas de questions, se contente de lui tenir la main et de la laisser pleurer. Et c'est là, 3 jours plus tard, que Marine réalise le retard. Les nausées matinales qu'elle attribuait au stress. Elle achète 5 tests de grossesse en pharmacie et tous confirment la même vérité impossible. Elle est enceinte de Raphaël. Marine est encore en train de digérer la nouvelle quand Madame Hélène l'appelle. La voix de la femme est tendue, effrayée. « Marine, je sais que mon fils t'a blessée. Je sais que tu as tout le droit de le haïr. Mais j'ai besoin de ton aide. Rodrigue a découvert les documents. Il s'en sert pour faire chanter Raphaël. Il a menacé d'exposer des manipulations de marché et de la fraude, des choses qui peuvent détruire tout ce que Raphaël a construit. Il est sur le point de signer un accord qui va lui faire céder la moitié de l'entreprise. Il est en train de s'autodétruire de culpabilité. J'ai besoin que tu viennes. Tu es la seule personne qui l'écoute. Marine devrait raccrocher. Elle devrait laisser Raphaël gérer les conséquences de ses propres choix. Mais l'image de Rodrigue parvenant enfin à détruire Raphaël, de voir l'homme qu'elle aime brisé et vaincu, est insupportable, parce qu'elle l'aime. Malgré tout, malgré la manipulation et les mensonges, Marine aime Raphaël Almeida Branco. Elle aime l'homme qui lui fait des omelettes quand elle travaille tard, qui lui tient la main pendant les orages, qui la regarde comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Marine arrive au bureau de Almeida Branco Holdings, en pleine réunion de crise. Elle fait irruption dans la salle de conférence où Raphaël est assis entouré d'avocats. Rodrigue de l'autre côté de la table, avec un sourire victorieux. Tous la regardent, mais Marine n'a d'yeux que pour Raphaël. Il semble dévasté. Il y a de profondes cernes sous ses yeux, sa barbe est mal rasée, son costume est froissé. Il ressemble à quelqu'un qui a abandonné. Ne signe pas ça.
La voix de Marine coupe le silence. Raphaël se lève brusquement, la chaise raclant le sol. « Marine, qu'est-ce que tu fais ici? T'empêchant de tout gâcher ce que tu as construit à cause de la culpabilité. Oui, tu m'as manipulé. Oui, tu as menti sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, mais ce que nous ressentons est réel. Je sais que ça l'est, et je ne le laisserai pas te détruire. » Marine pointe du doigt Rodrigue, qui observe la scène avec une colère croissante. « Rodrigue Tavares ne vaut pas ton empire, il ne vaut pas ta santé mentale, il ne vaut pas que tu abandonnes tout ce que tu es. Tu ne comprends pas. Je t'ai utilisé, je t'ai blessé de la pire façon possible. Je mérite de tout perdre. Raphaël, je suis enceinte. » Le silence qui suit est absolu. Marine voit le choc passer sur le visage de Raphaël, suivi par quelque chose qui ressemble à un espoir désespéré. « Je suis enceinte de ton enfant, et je vais avoir ce bébé avec ou sans toi. Mais je préférerais que ce soit avec toi. Je préférerais que tu surmontes cette culpabilité destructive et que tu te battes pour nous, pour cette famille que nous sommes en train de créer. Je te pardonne, tu comprends? Je pardonne la manipulation, les mensonges, tout, parce que je sais qui tu es vraiment, et cette personne vaut la peine qu'on se batte. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, Juliane entre dans la pièce tenant une clé USB. « Désolé d'interrompre, mais je dois faire la bonne chose au moins une fois. » Elle pose la clé USB sur la table, regarde Rodrigue avec un mélange de dégoût et de pitié. Voici toutes les preuves des crimes financiers que Rodrigue commet depuis des années. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption. Tout. J'ai été complice pendant longtemps, mais plus maintenant. Marine ne méritait pas ce que nous lui avons fait. Et toi, elle regarde Raphaël, tu ne mérites pas non plus d'être détruit par quelqu'un d'aussi pourri que lui. Le chaos qui suit est rapide. Les avocats de Rodrigue tentent de contenir les dégâts. Lui-même pâlit, essaie de quitter la pièce, mais est bloqué par les agents de sécurité. Marine ne le remarque à peine. Elle regarde Raphaël, qui a traversé la pièce et se trouve maintenant devant elle, les mains tremblantes alors qu'elles atteignent son visage. « Tu me pardonnes, même après tout. Je t'aime, même après tout. » Raphaël la tire dans ses bras et Marine sent enfin qu'elle est chez elle. Non pas dans le luxueux penthouse, non pas dans la maison familiale, mais ici, dans les bras de cet homme compliqué et blessé qui apprend enfin à laisser l'amour entrer. 6 mois plus tard, ils renouvellent leurs vœux dans le jardin de la maison de Madame Hélène. Cette fois, il n'y a pas de contrat, pas d'accord, pas de masque. Juste de l'amour. Marine porte une simple robe de lin blanc, son ventre de 6 mois rond est prononcé. Raphaël pleure quand ils prononcent leurs vœux à nouveau, cette fois pour de vrai. Leur fille naît un jour de pluie douce en octobre. Claire Hélène Almeida Carvalho. Des yeux gris comme son père, la détermination de sa mère. Et 2 ans plus tard, quand Marine inaugure son premier grand projet architectural, un ensemble de logements durables dans la banlieue Est qui abritera 300 familles, Raphaël est au premier rang, tenant Claire dans ses bras. Marine regarde le public, le projet qu'elle a créé, la famille qu'elle a construite des cendres de la pire trahison de sa vie, et elle comprend enfin. Parfois, les pires jours nous poussent vers les meilleures destinées. Parfois, l'amour naît de lieux improbables, et parfois, juste parfois, les farces se transforment en les plus belles vérités que nous ayons jamais vécues.